J'ai appris à coder pour ce projet. J'ai fait une mission freelance pendant 6 mois pour économiser et lancer ce projet. On est une semaine avant le confinement. Je quitte ma mission et je signe un contrat avec un agrégateur bancaire pour à peu près 10 000 euros. Bon, en fait, je fais all-in sur ce projet et j'y vais à fond. Et une semaine après, donc on se retrouve confiné. J'ai littéralement passé 2 mois à coder toute la journée. J'avoue que je pouvais pas m'en empêcher en fait. J'avais juste envie que ça sorte au moment où le confinement se termine. En fait, j'étais chez un ami qui a un appartement à Dinard. Je dormais sur son canapé avec un sac de couchage. Et j'ai encore ces souvenirs où parfois en pleine nuit, j'avais je sais pas, un éclair de génie pour une révélation pour comment résoudre un bug. Et là, j'ouvrais mon ordi, je codais pendant 45 minutes, puis je me rendormais. C'était pas juste un truc que j'avais fait dans ma chambre. C'était quelque chose qui commençait à me dépasser. Même pour mon entourage, en fait, ça a vraiment acté un cap. Ok, la boîte s'est vendue, il bosse pour un groupe, il va à un séminaire, il a des collègues. J'ai vraiment eu l'impression de faire autre chose que juste un petit logiciel pour des clients que j'avais au téléphone. Ça prenait de l'ampleur. C'était tangible. Feuille blanche. Il arrive parfois qu'on reçoive des commentaires d'auditeurs ou spectateurs qui nous disent « Ils sont super les entrepreneurs que vous recevez, mais c'est des sessions à plusieurs dizaines, voire centaines de millions. » Nous, on est un peu loin de tout ça. Alors aujourd'hui, j'espère vous faire plaisir et on va raconter comment vendre sa boîte sans collaborateur, comment vendre sa boîte en ayant démarré freelance, solo entrepreneur. Alors aujourd'hui, on part avec Robin. Salut Robin. Salut, merci de m'inviter ici. Bah écoute, c'est un plaisir. Robin Monnier, je rappelle la boîte que tu as vendue, Zenfirst. Ouais. On va raconter toute l'histoire de la session, une session à moins de 3 millions. Ouais, tout à fait. Ok, on était plutôt bien informés avec Sacha Doliner. Salut Sacha. Salut Tom, salut Robin, bienvenue. Merci. Sacha pour Neumann, officiellement. Et ça se voit sur ton t-shirt. C'était ça ou The North Face? C'est les deux. Et c'est les deux. Bravo boss. Parce que l'entrepreneuriat, c'est North Face. Eh ben, c'est ce qu'on va voir, quel que soit le montant de la session. Exact. C'est toute l'histoire des entrepreneurs. Robin, tu le sais, on fait toujours un cash-out en musique. Et pour nous parler de toi, on envoie avec September de Earth, Wind and Fire. Yes. Tu peux mettre le casque pour profiter pleinement de l'expérience. On envoie. J'espère que tout le monde regarde la vidéo parce que voilà, sur YouTube, parce que là on a trois grands danseurs, on a trois grands grosse choré. Il faut dire, on s'était préparé, hein. Ça fait des mois qu'on répète. Bien sûr. Ah ouais, c'est d'ailleurs, sûr. Il a vendu juste pour qu'on puisse faire cette choré, tous les trois. Pourquoi ce choix? Alors tu m'as dit, je t'ai demandé si c'était un calvaire ou un plaisir de choisir les morceaux qui allaient accompagner l'histoire et les coulisses de ton cash-out. Non, effectivement, cette chanson, vous aviez mis qu'est-ce qui serait mon générique? Donc c'était pas facile de trouver, je trouve, quelque chose qui me convienne. Et cette chanson, pourquoi? Parce qu'elle est joyeuse, tout simplement. Elle dit, est-ce que tu te rappelles de vendredi soir, je crois? Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est se créer des bons souvenirs. On aime bien se rappeler son aventure, et c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Alors, on peut s'en rappeler après, mais souvent on oublie de célébrer en cours. C'était peut-être pas ton cas. De célébrer quoi? Ouais, célébrer chaque victoire au fil de l'eau, au fil de l'aventure. Souvent, on entend les entrepreneurs qui nous disent « Moi, en fait, je suis déjà sur le coup d'après. » Toi, tu as pris ce temps de célébrer chaque marche gravie? C'est une excellente question parce qu'en écoutant d'autres épisodes, je voyais que beaucoup célèbrent et moi j'ai tendance à pas célébrer. Ouais. C'est pour ça que je suis très content d'être là d'ailleurs aujourd'hui parce que c'est une manière de marquer le coup, de faire une rétrospective de tout ça. Et j'ai tendance à pas célébrer parce que je pense au coup d'après. Et en fait, dans le cas d'une session, ça a pris tellement de temps de mon côté
qu'il n'y a pas eu de moment précis où je me suis dit, ok, là c'est vendu. Non. Tu me fais un signe, moi je suis chaud, hein. Je suis taquet sur les signes. Mais je m'étais justement dit ça à un moment, je m'étais dit, ok, le jour où je vends cette boîte, il faut que je fasse ça. Je m'étais même fait une liste. Et en fait, il n'y a pas eu ce moment précis. Et donc, tout ce que tu as mis sur la liste, pour l'instant, tu ne l'as pas coché? Et je ne l'ai pas fait et je pense que je le ferai pas, ou en tout cas je le ferai pour des prochaines victoires. Comme d'hab, ouais, c'est ça. Un jour. Je cours déjà un autre lièvre là. Je me suis noté 2-3 infos. Déjà, si on fait l'historique, tu vas entrer à l'école 42 pour apprendre à coder. Tout à fait. Avec un objectif, créer ta boîte. Puis, donc, tu vas devenir freelance pour te faire, et je reprends témoin, un petit trésor de guerre pour Exactement. lancer Zenfirst. Donc, Zenfirst, c'est un outil pour faire des prévisions de trésor. Exactement. Plutôt pour les TPE-PME. Tout à fait. Et en 2 ans seulement, alors après, tu aurais pu faire encore plus gros plus tard, mais en 2 ans seulement, tu vas revendre l'entreprise à GCL, qui est un groupe d'expertise comptable, environ 1000 personnes. Exactement. Tu vas être loqué 1 an. Exactement. Et aujourd'hui, tu viens de lancer Love Arank. Love Arank. Ouais, j'avais le E. Un agent IA pour gérer le SEO, JO, tous les trucs en IO à ta place. Exactement, pour attirer du trafic organique automatiquement sur son site. Donc ça, c'est pour l'histoire très rapide que je viens de retracer en moins de 30 secondes. T'as vendu pour 20 fois l'ARR. Exactement. Ouais. Tu faisais combien d'ARR? Non mais Thomas, il m'a vu venir. Ouais, c'était trop évident. Thomas, c'est un ancien journaliste d'investigation, donc je vois. Oui. Bon, je suis quand même mieux ici qu'en terrain hostile. On va donc plonger dans l'histoire de ta session et pour revenir sur le jour J, donc le jour du signing/closing. Chacun choisit, mais parfois c'est le même jour. On part avec Imagine Dragons, Whatever It Takes. Je suis un gros fan. De cette chanson ou de l'artiste? De l'artiste. Et celle-là, comme ça, je l'identifie pas direct. Ok, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Je connais. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run. I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. 'Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. 'Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. 'Cause I love Je l'écoute très souvent cette chanson. On se réveille le jour J, on est en mode POV à ta place. Tu ouvres les yeux dans quel environnement et dans quelle ambiance/émotion? Ce jour-là, en fait, donc je suis chez moi, je me réveille, c'est le 14 juillet, je crois. Mais en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dur de définir une date précise. Mais je pense que je vais retenir ce 14 juillet. Où, Feu d'artifice. Feu d'artifice, en plus. C'est comme ça que t'as fêté. C'est comme ça que commandé j'ai... un Fait les choses en grand, quoi. Eh oui, c'est ça. 65 millions de Français dans la rue pour célébrer ça. Mais c'est beau. C'est ça. Non, et surtout, c'était avant les départs de vacances. Et vu qu'il y avait plusieurs personnes impliquées pour que cette signature se fasse, il fallait vraiment que ça ait lieu à ce moment-là. Donc je me réveille et vraiment moi en fait je faisais tout pour que ça se fasse le plus vite possible. J'avais peur qu'on tombe dans l'été. On était à un moment aussi où les taux d'intérêt allaient commencer à monter. C'était en 2022. Donc bref, ça faisait des mois que je voulais closer. Donc j'étais plus déterminé que jamais. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson d'ailleurs. Peu importe ce que ça coûte, ce que ça prend. Exactement. Et surtout, je le fais pour l'adrénaline. Il y a ça dans cette chanson que j'aime beaucoup. Et je l'ai redécouverte à Roland-Garros. Ils ont fait une cérémonie pour Nadal. Ouais. Et ils ont mis cette chanson en boucle. Et j'ai vraiment eu des frissons, en fait. Parce que le tennis, c'est tellement psychologique. Il faut tellement se battre sur chaque balle. À tout moment, le match peut se renverser. Et pour moi, ce closing, ça a été ça, en fait. Parce que pendant... T'étais pas certain. C'est-à-dire qu'au moment où tu te lèves,
Il y a encore un doute sur ça va se faire, ça va pas se faire. En fait, pour moi, le moment où la vente s'est faite, c'est quand j'ai reçu le virement. Pour moi, jusqu'à ce virement, Il y a en rien. fait, il se passait rien. Il y a d'abord une lettre d'intention, ensuite, ils ont commencé à m'envoyer certains de leurs clients, on a signé cette promesse, on a signé ensuite l'acte définitif. Mais pour moi, tant que j'avais pas le virement, en fait, on n'était pas au bout de nos peines. Bien sûr, le closing c'est ça, hein. Le closing c'est l'argent c'est les flux, transfert Exactement. de flux, action, virement. Exactement, ils auraient très bien pu... Donc tant qu'il n'y a pas eu ce virement, en fait, pour moi, j'avais pas vraiment vendu. Et en même temps, on était de plus en plus proches, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de moment précis où je dirais, ok, c'est bon, j'ai vendu et où j'ai pu faire la fête. Mais il n'y a pas un moment, donc ce jour-là, où tu pars chez l'avocat ou chez le repreneur pour dire on est tous ensemble autour d'une table et il se passe ce moment un peu clé. En Ça fait, s'est pas fait comme ça. En fait, ça s'est pas fait comme ça s'est fait sur YouSign. C'est l'acheteur qui m'a envoyé le YouSign que j'ai signé. Et ensuite, j'ai reçu la notif du président de GCL qui lui aussi avait signé. Et bon, il y a quand même à ce moment où je me suis fait yes, allez, ça c'est bon, on a signé. Maintenant, prochaine étape, il faut que qu'ils obtiennent leur prêt, qu'on signe la promesse définitive. Mais bon, c'était une belle étape de passer. C'est vrai que j'ai eu un petit moment d'euphorie, mais que j'ai vite calmé en me disant, ok, c'est pas fini. Il y a à minima une visio qui est faite avec tout le monde où tu fais yes de ton côté simplement en recevant la notif de mail. Non, mais en fait, non, mais ça s'est passé comme ça. J'ai reçu la notif, il y a eu yes tout seul, et je suis parti, je crois, dans la rue rejoindre des amis parce que c'était férié. Le moment où on s'est tous retrouvés, c'était pour valider des derniers éléments, peut-être 10 jours avant. Donc là, il y a eu un peu ce moment où on était tous autour de la table, on calait les derniers éléments. Mais le jour J, effectivement, c'est ça le numérique. C'est déshumanisé, en fait. C'est une notif, mais une notif qui en dit long. Alors, je me rappelle de l'épisode qu'on avait fait avec Vincent Redrado, qui est un auditeur du format et qui avait dit, j'ai entendu tout le monde dire, justement, c'est dématérialisé, c'est trop triste, et qui a imposé de refaire un signing, en fait, qui n'avait aucune valeur, en mettant tout le monde autour d'une table juste pour faire la photo, le champagne et dire, on l'a fait ensemble et voilà vers où on va ensemble. C'est une bonne idée. Après, si j'avais voulu le faire, j'aurais voulu le faire avant la signature électronique. Et du coup, tant qu'il n'y a pas eu cette signature électronique, c'est pas vraiment vendu. Donc, j'aurais pas aimé fêter avant quelque chose qui n'a pas eu lieu. Je suis assez froid là-dessus. Pour moi, tant que quelque chose n'est pas acté, faut considérer qu'il n'y a rien pour pas être déçu. C'est comme au tennis, en fait. Tant qu'on n'a pas gagné la balle de match, on peut perdre. Et d'ailleurs, Nadal, justement, on parlait de Nadal. Je parlais de Nadal. Ouais, mais tout seul. On parle tous de Nadal. Je crois que c'est en 2021. Il avait des balles de match contre lui et il gagne le match après. Ouais, c'était Roland Garros en 2021, je crois. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'était en plein. Non, c'était avant. Non, ou après. Non, c'était deux. Je pense il y avait un deuxième confinement ou il y a un troisième. Enfin, je sais plus, mais je crois que c'était une époque un peu Covid encore, ouais. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est plein d'enseignements, le tennis là-dessus. Ouais, il a éliminé je sais pas combien de balles de match. Exactement. Ouais. Enfin, juste la dernière finale de Roland Garros, Sinner contre Alcaraz, pareil. Enfin, ouais, c'est retournement. Exactement. Et la vie, c'est comme ça, en fait. Tant qu'on n'a pas fini cette balle de match, il faut considérer qu'on a potentiellement perdu. Donc la victoire est jamais acquise tant qu'on a vraiment gagné. C'était ce film de Woody Allen dont j'ai oublié le nom, Match Point, j'imagine. Ouais, tu sais pas de quel côté la balle va exactement, tomber. c'est Match Point. C'est la vie de l'entrepreneur. Ouais, exactement. Donc tu pars avec les copains. Ouais. Et là, tu fêtes ça, tu leur dis, tu leur en parles, tu le gardes pour toi. Oh, je pense que je leur dis, mais en fait, déjà, ça faisait 7 mois que je disais à tout le monde, je suis en train de vendre ma boîte. Limite, on commençait à plus me croire. On commençait à se dire, ça fait 7 mois que tu nous dis que tu es en train de vendre ta boîte. J'étais pas en train de vendre une boîte qui vaut des milliards. Donc, c'était quand même long pour ce type de vente.
Donc en fait, j'ai l'impression que c'était un peu Pierre et le loup, quoi. Ça faisait des mois que je disais qu'il y avait le loup. Et bon, ok, d'accord, ça avance, quoi. En vrai, que ta boîte elle vale des milliards ou des millions, c'est pareil, c'est le même boulot, le même temps qu'il faut pour analyser la boîte, les due diligence, tout ce qui est fait en fait autour, c'est toujours la même chose, quoi. Donc en fait c'est chronophage, mais Ouais, c'est ce que j'ai compris effectivement en le faisant. En fait, je pensais que ce serait plié en 2 mois au début, puis 3, puis 4, puis 5 et Puis il est où le loup? c'est ça. C'est ça. Cette journée, elle se finit comment? T'as l'adrénaline qui est encore là et du coup t'arrives pas à dormir. Tu le finis seul. Tu fais la fête jusqu'au bout de la nuit. Tu te rappelles? Je pense que c'était une soirée assez ordinaire celle-là. Vu que pour moi, j'avais pas encore vendu. J'ai quand même bien décompressé toute la journée. Je savais que maintenant la balle était dans leur camp. Il fallait que ce soit eux qui valident leur prêt, qui reviennent vers moi pour signer la promesse, la session définitive. Alors attends, si j'ai besoin de comprendre, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une histoire comme ça. Vous signez, tu reçois une partie des fonds, mais malgré tout, il y a encore un bout qui est en suspens en fonction d'un prêt qu'ils doivent obtenir. Alors en fait, quand on signe, c'est comme pour un achat immobilier, c'est-à-dire que ils me payent rien à ce moment-là. En fait, il y a des conditions suspensives. Et, ok, là, t'es revenu sur le jour où vous signez versus le jour où tu regardes le compte et t'as... Exactement. Ok. Ouais. Ok, beaucoup plus clair. En fait, mais on va peut-être revenir sur l'historique précis de la session. Mais donc, il y a eu d'abord la lettre d'intention, qui elle est assez informelle. Ensuite, il y a cette promesse de cession, avec conditions suspensives sur un prêt. Ensuite, là, on a signé la cession définitive 2 mois plus tard, que elle, j'ai pas célébré du tout d'ailleurs, parce que c'était dans la continuité. Et là, ensuite, il y a le virement. Ok. Et le 14 juillet, c'est le virement. Ah non, et justement, et le 14 juillet, c'est la promesse de cession. Pardon, beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Non, mais c'est bien qu'on soit bien revenu sur ces différents jalons. Je pense que c'est important parce que moi, j'étais assez perdu en voulant vendre ma boîte mais quelles sont les étapes, comment faire. Et j'ai appelé des entrepreneurs pour comprendre ça. Donc, si on peut en parler dans un podcast. Je ne connaissais pas encore Cash Out. Et je ne connaissais pas Cash Out à l'époque. Malheur. C'est ce qui est recommandable dans tous les cas. Hein. Donc cette journée se finit. Ce que je te propose, c'est de faire un petit flashback sur les débuts de la boîte. J'ai parlé de l'apprentissage à l'école 42, puis il y a le lancement de l'entreprise. Et ensuite, on parlera de ce temps où tu es loqué. Puis, comme dans une session, nous, c'est très structuré, on sait exactement où on va. Puis la nouvelle vie, si tu veux bien. Très bien, ouais. Et donc, on raconte les débuts de l'entreprise avec The Strokes, One Way Trigger. Vous êtes prêts pour la choré qu'on a répétée ou pas? Ouais. Je te tiens, quoi que tu fasses. Plein de souvenirs avec cette musique, ouais. Donc on sort de l'école 42. T'as appris à coder. J'ai appris à coder pour ce projet. J'ai appris à coder pour ce projet. J'ai fait une mission freelance pendant 6 mois pour économiser et lancer ce projet.
On est une semaine avant le confinement, je quitte ma mission et je signe un contrat avec un agrégateur bancaire pour à peu près 10 000 euros, parce qu'en fait, ils m'ont loqué sur 1 an. En fait, je fais all-in sur ce projet et j'y vais à fond. Et une semaine après, donc on se retrouve confinés. C'est quoi? C'est un acteur pour arriver à catégoriser les transactions? C'était quoi le... En fait, pour me lancer, j'ai dû assez vite contractualiser avec un agrégateur bancaire, donc une société qui se connecte à toutes les banques pour permettre à mon logiciel de récupérer les données bancaires de mes clients. Et en fait, de signer ce contrat, ça m'a un peu engagé sur le projet, je pouvais plus faire marche arrière. Et One Way Trigger, ça raconte un peu ça d'ailleurs, c'est les grosses décisions qu'on prend, on peut pas revenir en arrière après. Et à ce moment-là, tous mes potes freelance me disent « mais t'es parti au mauvais moment, on est tous en télétravail, c'est le paradis maintenant ». Et moi, j'étais là, donc confiné, à fond sur mon projet. Et en fait, donc j'avais une playlist de Covid que j'ai écoutée en boucle. Pour moi, le Covid, c'était toute la journée du code, cette playlist en boucle. Et j'étais en Bretagne avec un pote. Et donc, c'est chargé de souvenirs. Et donc, le projet, c'est de récupérer ces données des comptes bancaires des clients. J'imagine aussi connecter à leurs outils de dépenses, de factures, etc. pour arriver à projeter la trésor à 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Bon, et plus t'avances, plus c'est c'est précis. Mais donc ça, c'est le projet. En fait, la première vision du projet, c'était de reprendre ce que les dirigeants font sur Excel, donc un plan de trésorerie, et de le mettre dans une interface web pour ensuite le connecter à des données qui vivent, des données bancaires, puis ensuite des données de facturation. Donc se connecter à un logiciel de facturation pour savoir à l'avance de l'argent qui va rentrer, de manière à avoir une vision sur un tableau et sur des graphiques la plus précise possible de ce qui s'est passé en termes de cash et ce qui va se passer, pour ensuite aussi faire différents scénarios. Et donc là, il faut que tu codes plein de connecteurs, parce que toutes les apps n'ont pas d'API dédiée. Et donc ça, c'est la magie des agrégateurs bancaires. Ouais. C'est que déjà, en se connectant uniquement à cet agrégateur, j'ai pu me connecter à 250 banques, ce qui faisait halluciner tous les clients. Ça me donnait vraiment l'impression d'être un gros acteur. Quand je leur disais, je suis connecté à toutes les banques, pas de souci. Ensuite, pour les logiciels de facturation, c'était plus compliqué. Effectivement, il fallait faire des connexions manuelles, ce qui fait aussi que je l'ai fait plus tard. Ouais. J'ai surtout commencé avec cette connexion bancaire, ce tableau connecté en temps réel. Et c'est sur cette base-là que j'ai commencé à démarcher les clients. Et en fait, les 2 mois de confinement, j'ai littéralement passé 2 mois à coder toute la journée. Moi, je bosse jamais tard, mais j'avoue que je pouvais pas m'en empêcher. En fait, j'avais juste envie que ça sorte au moment où le confinement se termine. Et donc ça code, ça crache des lignes de code. C'est ça. En fait, j'étais chez un ami qui a un appartement à Dinard. Je dormais sur son canapé avec un sac de couchage. Et j'ai encore ces souvenirs où parfois en pleine nuit, j'avais un éclair de génie une révélation pour comment résoudre un bug. Et là, j'ouvrais mon ordi, je codais pendant 45 minutes, puis je me rendormais. Mais ça a autrement encore plus de saveur quand tu connais la suite de l'histoire, de repenser à ces moments où tu te lèves de ton sac de couchage à 4 du mat pour sortir une ligne de code pour débugger un sujet, quoi. Et là, c'est surtout qu'en plus, dans mon entourage, on me prenait un peu pour un fou. De lancer ce truc tout seul, de passer autant de temps à coder, on ne prend pas trop au sérieux, en fait. Mais moi, j'avais vraiment ma vision. Je savais que ça allait marcher, en fait. Il y avait un truc au fond de moi qui faisait que je savais que ça allait marcher. Et j'y allais à fond. J'y allais vraiment à fond. Et je me rappelle que dans cet immeuble, on avait un jardin partagé avec des voisins. Ce qui faisait que on était confinés tous ensemble, donc on se permettait de parfois aller prendre le goûter avec les voisins. Et j'avais du mal à parler aux gens, en fait. Tellement j'étais concentré. Je parlais que aux machines, en fait. J'avais ma playlist. Ça fait un peu stéréotype du geek, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. J'étais vraiment complètement dans le code. Et sachant qu'ensuite, vu que j'ai lancé cette boîte tout seul, que je suis resté tout seul pendant toute l'aventure, ensuite j'ai dû complètement me sortir de ce mode-là pour me mettre à vendre. Donc c'est encore un autre exercice quand t'es free. Exactement. T'as beau avoir l'expertise, à un moment faut aller vendre. Exactement. Donc en fait, t'es l'homme orchestre. L'homme orchestre, ouais. T'as tout géré tout seul, de A à Z. C'est ça. Y compris, enfin on en parlera après, mais y compris ta sortie, y compris ton exit. Exactement. Et d'ailleurs, si on revient sur la partie technique, aujourd'hui, en fait, avec l'IA, ça devient de plus en plus
réel et facile de lancer quelque chose tout seul, de coder tout seul. Mais à l'époque, c'était pas aussi évident en fait. J'ai vraiment dû bien chercher des outils qui me permettaient de gagner un maximum de temps. Et toute l'aventure, à chaque fois, mes clients étaient surpris en fait de comprendre que j'étais tout seul. Tu le disais d'ailleurs aux clients? Tu leur disais je suis tout seul ou ouais, en fait, tu faisais comme la vérité si je mens, genre t'avais 100 gars derrière toi. Alors, on avait reçu Gary Hansens dans Cash Out, lui qui a créé et développé Alltricks, qui a revendu à Decathlon. Je crois, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez pour ceux qui sont plus attentifs que moi au format concert, il me semble pour un peu plus de 200 millions, à minima pour plus de 150 millions. Mais ses débuts, il voulait faire croire justement qu'il était gros et il prenait des accents, il avait imaginé quatre types de fonctions importantes. Donc il avait les mails qui étaient arrobase, je sais pas, alors une fois Gary, une fois peut-être Jean, une fois je sais pas quoi. Et il prenait des accents pour donner le change. Et donc, toi, ça n'a pas été ton cas. Tu as assumé le fait que tu étais seul. En fait, souvent, les clients ne demandent pas. Donc, je parlais tout le temps de nous, ou je disais on. Quand même. Parce qu'en fait, après, je parlais de la boîte. La boîte, ça me dépasse. C'est oui. Mais après, je parlais de la boîte. Donc, une boîte, on dit on, nous. La boîte, c'est plus grand que moi. J'ai un comptable, j'ai un avocat, je suis entouré au final. Je suis pas vraiment tout seul. Tu es associé avec l'État aussi? Je suis associé avec l'État, que je paye gentiment. Mais non, parfois les clients demandaient, et là effectivement, je m'aime bien être honnête, leur dire non, en fait, je suis tout seul. Et ouais, il y avait souvent un petit blanc. Un petit blanc. Mais comment c'est possible? Et voilà. Et ça t'a pas empêché de faire grandir la boîte jusqu'à la vendre? Exactement. Non, mais surtout, ça me procurait ça permettait des choses comme quelqu'un me contacte pour du support client, mais en fait, au téléphone, je résous son bug, je le mets en prod et il rafraîchit la page et c'est résolu. Donc, en fait, ça me permettait aussi d'avoir une très grande rétention de mes clients là-dessus, parce qu'ils voyaient que c'était un truc très humain, en fait, et il y avait une très grande proximité avec moi. Et puis très direct, ouais. Et puis en plus, tu gagnes du temps dans les réunions. Exactement, ouais, les réunions. C'est vachement important, c'est le pain de beaucoup d'entrepreneurs. Hein. C'est les réunions, les réunions. Avec lui-même tous les lundis matin à 8h. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus direct. Ouais. À aucun moment tu t'es dit, là la boîte grandit, il faut que je recrute. En fait, c'est une question que tu t'es quand même, j'imagine, un moment posé. Est-ce que je continue tout seul comme ça et puis ça tourne ou est-ce que je développe beaucoup plus? En fait, en me lançant, l'objectif, c'était de lancer une impulsion et assez vite de trouver soit un associé, soit de recruter, soit de lever des fonds. J'avais juste envie de ne pas attendre, de lancer les choses et d'avoir quelque chose de concret à proposer, soit à des investisseurs, soit à un associé, soit à des premiers employés. Et en fait, vu que c'était le Covid, que c'était une période assez particulière où on ne pouvait pas trop aller à des événements de start-up, rencontrer du monde, que je passais beaucoup de temps aussi avec ma famille dans le sud-ouest. En fait, la question s'est pas posée. Ça s'est fait comme ça. En fait, je suis resté tout seul. Et ensuite, il y a eu le deuxième confinement. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, les choses tournent bien comme ça. Pourquoi pas rester tout seul? Ce qui fait que je suis resté tout seul. Et tu ne le regrettes pas? Et je ne le regrette pas. Franchement, non. Non, ça. En fait, on parle beaucoup de bullshit jobs dans le monde du service. Mais moi, j'étais à l'opposé de ça, en fait. Ça avait beau être totalement virtuel, ce que je faisais. C'était très concret. Je développais des fonctionnalités que je vendais à des clients avec qui je parlais au téléphone. Ensuite, ils les utilisaient devant moi, au téléphone, pas devant moi vraiment, mais au téléphone. Tout ça, c'était hyper concret pour moi et j'avais envie que ça reste comme ça, en fait. Et j'ai une question. Est-ce que si on était aujourd'hui... Donc, si tu avais continué, par exemple, à développer, etc., est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais pu te dire, j'aurais créé une boîte plus grosse, j'aurais été plus loin, tu aurais vendu ça à quelques dizaines, quelques centaines de millions, je sais pas, en restant tout seul? En fait, aujourd'hui, on se pose de plus en plus la question de quand est-ce qu'on aura des premières boîtes valorisées, par exemple 100 millions ou 1 milliard, faites par des solopreneurs. Je pense que c'est de plus en plus possible. Je pense que cette boîte-là avait une dimension il fallait vendre au téléphone. Il fallait une relation très proche avec les clients. Et donc pour grandir, à un moment, tu peux pas le faire seul. C'est ça. Je pense que c'est un business qui ne se prêtait pas à le faire tout seul. C'est aussi un des éléments qui a pesé dans la balance pour le vendre. Donc pour répondre à ta question,
Voilà. Justement, je crois qu'on va en parler là, non? Eh ben carrément, je me demande juste si j'ai pas planté une musique. Parce qu'on a fait l'ouverture, on a fait le jour du signing, on a fait, si c'est bon, les débuts de la boîte, et nous voilà au moment où on va se poser la question de je vends, je vends pas. Bon, on connaît la suite, mais donc il décidera de vendre. Et on raconte avec I'm So Excited, The Pointer Sisters. Là, on peut se lâcher sur la corde. Ah ouais. Je vous ai prévu des chansons joyeuses, ouais. On se comprend avec la régie qui a su saisir le moment où je baissais le bras pour réduire le son. Maestro. Non, incroyable. C'est mon côté chef d'orchestre, n'ayant pas le talent On ni adore. tout un orchestre. On fait comme on peut. Donc là, tu pars ultra excité à l'idée de vendre. Mais ce qui est, d'ailleurs, c'est souvent une question de Sacha que je te pique au passage. Mais à un moment, qu'est-ce qui fait que tu dis, là, il faut partir sur cette option-là? En fait, ouais, donc ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai lancé la boîte en mars 2020. Tu donc. pourras me piquer une question si tu veux. J'ai lancé la boîte en mars 2020. Déjà, il faut se rappeler qu'en janvier 2021, donc 9 mois après, j'avais peut-être 12 clients. Parce que en fait, le produit, je le travaillais de plus en plus, mais j'avais vraiment du mal en fait à vraiment vendre. J'avais pas trouvé mon canal et ma manière de closer qui fonctionnait. Et donc il y a ce moment où en fait j'ai commencé à appeler tout le monde au téléphone. Donc dans le formulaire d'inscription, je demandais le téléphone de mes clients et dans les 5 minutes, je les appelais et je les guidais en fait pour les onboarder, comprendre leur métier, leurs problématiques et pour les guider sur mon outil de manière précise sur comment en tirer le meilleur pour leur métier. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à closer énormément. 10 par mois, puis 15, puis 20. Et donc ça m'a amené jusque septembre 2021 à vraiment avoir un nombre de clients significatif. Et à un moment en fait où la boîte commençait vraiment à devenir grosse, au niveau du support aussi, bon, ça commençait à pas être de tout repos. J'ai toujours eu cette logique de dès que j'ai une problématique sur le support, je dois me demander, mais comment éviter ça dans le futur? Ouais. Mais en fait, malgré cette méthodologie, Il y a toujours des nouveaux. il y a toujours des nouveaux et en fait, des gens qui ont juste besoin d'un contact humain de temps en temps. Donc la question se posait en fait de grossir. Donc il fallait soit lever des fonds, soit vendre. En fait, j'ai commencé à me renseigner, mais comment vendre une boîte? À la base, j'avais lancé cette boîte pour la garder et pas la vendre. Mais j'ai plutôt une réticence à lever des fonds. J'aime bien être le seul maître à bord. Et j'ai pas mal d'exemples en tête de gens qui l'ont fait, de garder une boîte longtemps, de grossir sans lever de fonds. Et c'était un peu mon modèle. Donc je me suis naturellement plutôt orienté vers le comment vendre. Et donc je me rappelle m'être inscrit sur une plateforme qui permettait de vendre sa boîte. Bon, ça n'a pas trop marché, mais ça m'a vraiment mis dans la démarche. J'ai commencé à structurer un deck pour mettre en avant ma boîte, ce que je fais, les données financières principales. Et donc là, on en arrive au moment où il va y avoir la première relation avec l'acheteur. Alors attends. Et alors, peut-être que j'anticipe trop déjà. Non, je sais pas, mais de toute façon, on a toujours plein de questions avec Sacha.
tu te mets sur cette plateforme. De ce que je comprends, ça ne donne pas lieu à des touches. Mais il y a la petite graine qui a germé en disant, en fait, vendre est une vraie option. Donc tu vas, si je comprends bien, pas te faire accompagner par une banque d'affaires. Sacha te dira que t'aurais pu. Pas bien. Effectivement. Pas bien. C'est mal. Je m'en suis plutôt bien sorti au final, mais C'est vrai, bravo. Mais C'est l'exception qui confirme la règle. non, parce que in fine, tu vends, mais avec une banque d'affaires, tu aurais peut-être eu plusieurs touches de repreneurs potentiels. ah, vous allez voir. Et donc là, voilà, c'est ça ma question en fait. À un moment, on peut faire les choses seul, mais en même temps, ton temps n'est pas non plus illimité. Ce que disait Sacha, tu as vraiment tout fait jusqu'à la vente, donc bravo. Mais là, il va falloir identifier des acheteurs potentiels. Tu te fais quoi? C'est quoi ton screening du marché? Et tu vas tous les contacter avec cette approche de hello, je réfléchis à vendre. T'es encore plus direct, ou tu vas par des biais détournés en mode partenariat, etc. Enfin, quelle est ta stratégie? Comment t'organises toi-même, seul, depuis, alors pas le canapé de ton copain à Dinard, mais depuis chez toi, Ton process. tout ton process de vente, ouais. Donc, grâce à cette plateforme, l'idée fait son chemin. Et je commence vraiment à me demander, ok, mais comment s'y prendre? Comment contacter sans être trop dans la demande, en fait? Parce que C'est moins vendeur. c'est moins vendeur, en fait. Et moi, donc, avec cette dernière phase où j'ai beaucoup vendu, j'avais vraiment des métriques très intéressantes. Et j'avais envie vraiment d'avoir un beau package à proposer. Et en fait, il se trouve que donc dans mes typologies de clients, il y avait notamment des entrepreneurs à qui je vendais en direct, donc des dirigeants de TPE, PME, il y avait des paysagistes, des restaurateurs, des startups. Et des cabinets d'expertise comptable qui Et- géraient plusieurs de leurs clients. Exactement. Et il y avait aussi donc c'était pas des apporteurs d'affaires, mais c'était des conseillers financiers de startups ou TPE, PME, qui eux géraient leurs clients avec mon logiciel parfois. J'avais ces deux typologies de clients. Et d'ailleurs, j'aimais beaucoup cette deuxième typologie parce qu'il m'en apportait plein d'un coup en fait. Ouais. Je vendais Et puis parfois. du coup, ils t'appelaient moins. Ils m'appelaient Parce moins. qu'ils connaissaient le produit. Ils connaissaient bien le produit. Ils avaient plein de retours très pertinents. Donc c'était mes clients préférés. Et en fait, à un moment, j'ai un appel d'un conseiller pour moi qui veut que je lui fasse une démo. Je me rappelle, il était 18h30. Je l'appelle et je commence vraiment mon discours classique. Ah voilà, j'ai vu que vous étiez conseiller. Bon, bah, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est pour l'utiliser avec vos clients. Et là, il m'arrête tout de suite et il me dit, ah non, moi je vous contacte parce que je suis la tête de ce réseau de conseillers. Je suis pas un conseiller. Je veux plutôt parler de votre entreprise, pas de votre logiciel. Quoi, de votre logiciel, mais je veux savoir un petit peu où Le est-ce que vous produit, voulez aller, l'entreprise. qui est derrière, etc. Et en fait, son approche était pas trop directe. Mais je comprends entre les lignes, ok. Peut-être qu'il serait intéressé pour acheter, en fait. Et donc à ce moment-là, en fait, je lui ai dit, bah, droit dans les yeux, bah, en fait, moi, je vais vendre là. Donc si vous voulez, je peux vous mettre dans la boucle. Boucle qui commençait à se mettre en place, mais qui à ce moment-là n'était pas vraiment encore existante. Pas vraiment une C'était une boucle avec un point. Mais en fait, c'était vrai, j'étais vraiment dans ce process. Ouais. Mais le fait qu'il m'appelle, qu'il me fasse du pied comme ça, je me suis dit, mais en fait, là, c'est le moment. C'est le top départ. C'est le lead entrant. C'est le lead entrant. Ouais. One donc, shot, donc one ça, opportunity. exactement. Donc ça, c'est mon premier lead. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. De toute façon, il fallait que je me lance à un moment. Et donc, ma stratégie, ça a été de contacter déjà tous les partenaires que Tous ces j'avais. concurrents, non, ok, tous ces Bah, déjà, partenaires. ouais, son concurrent, parce qu'il y avait un réseau concurrent. Et ensuite, il y avait plein de boîtes avec qui j'avais déjà discuté, que ce soit d'autres logiciels pour faire des ponts entre nos logiciels. Je me suis retrouvé en fait avec 7 leads à la fin. Ok. Et les 6 autres, donc je les ai contactés en leur disant, bah voilà, il y a un process de vente. On se connaît pour telle raison. On a discuté il y a 1 an parce qu'on voulait faire des synergies, mais bon, là, je vais vendre. Et donc, j'ai commencé ce process avec 7 leads en parallèle. Donc, j'avais beaucoup de rendez-vous, ce qui me permettait au passage de progresser à chaque fois dans mon pitch, d'être de plus en plus percutant, de comprendre. Tu as commencé à discuter avec ceux qui, a priori, étaient les moins intéressants pour Ouais. toi, pour la stratégie, pour Trodet. Complètement. En fait, bah, petite anecdote, quand j'étais à l'école 42, que je suis sorti de l'école 42, en fait,
à cette époque, ça recrutait énormément de développeurs. Et je m'étais fait un kiff, entre guillemets, de passer... je crois que j'avais passé 40 entretiens. Oh, le kiff. Non, mais en fait, ça m'avait permis de rencontrer plein de startups. Ouais. Et en fait, en dernière étape, on rencontre les fondateurs. Et moi, je voulais lancer ma boîte à la fin. Donc, je me disais, mais génial. Déjà, j'apprends à vendre, à me vendre surtout. Et après, je rencontre des entrepreneurs. Donc, pendant 2 mois, j'ai fait ça. Et j'ai un peu fait la même chose là. Je me suis dit, OK, il faut que je peaufine cette manière de vendre ma boîte et que je rencontre plein de gens. Donc, effectivement, j'ai priorisé par les moins prometteurs au début pour finir par les plus prometteurs. Et en dernier, celui qui m'avait appelé tout de suite pour être bien réglo, carré. On fait tous des erreurs. Est-ce que dans cette phase de pitch, tu as identifié des erreurs sur les premiers rendez-vous que tu pouvais faire, que tu n'as pas reproduit après, mais qui pourraient être, pour le coup, des bonnes leçons pour celles et ceux qui nous écoutent? C'est une bonne question, mais j'en ai pas de Je peux mettre une musique d'attente pour te laisser réfléchir. Non, en fait... I like it. I'm excited. C'est pas une musique avec laquelle il est facile de réfléchir. Hein. C'est pas très. J'ai senti qu'il avait bien aimé ce choix musical. Ouais. Il aime faire la fête. C'est vrai. Il aime faire la fête, Tom. Je la kiffe celle-là. Ah, elle est trop bien, hein. Il est so excited. Voilà. T'as une réponse? Mais oui, d'ailleurs, pourquoi ce choix de chanson? En fait, pendant tout ce process de vente, même si c'était hyper éprouvant, je l'écoutais beaucoup parce que même si c'était éprouvant, parfois un peu stressant, c'était hyper excitant aussi. Moi, ça m'a plu en fait de closer. C'était le plus gros closing de ma vie à ce moment-là. Oui. Et donc, pour revenir aux erreurs que j'ai faites, en fait, j'ai pas vraiment fait d'erreur où à la fin de l'appel, je me suis dit, OK, c'est foutu. Ouais. Mais c'est plutôt à chaque fois d'améliorer un petit peu comment rendre séduisant mon discours. Et en fait, il y avait plusieurs choses à vendre. Il y avait la boîte qu'il fallait vendre. Il faut aussi me vendre moi pour la suite. Moi, leur prouver que j'ai construit quelque chose qui allait être porteur pour eux. Oui, parce que régulièrement, on dit qu'une boîte, pour se vendre, elle doit tourner sans ses fondateurs. Et donc avec des collaborateurs qui sont autonomes et qui n'ont pas besoin de toi, là en l'occurrence, à part qu'une fois que toi t'es parti, il reste le produit. Donc ça veut dire qu'à la fin, t'as plus de collaborateurs pour faire tourner, il faut que le produit tourne tout seul. Exactement. Et que le repreneur puisse le gérer. Ouais. Exactement. Les agents IA, CEO, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore malheureusement. Mais en l'occurrence, il y avait la boîte, le logiciel à vendre. Donc il fallait qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne, qu'ils soient convaincus de la valeur. Mais il fallait aussi que je me vende moi, parce que c'était très personnel finalement. Ils allaient m'acheter moi, c'est moi qui allais tout transmettre. Donc il fallait qu'il y ait une très bonne relation humaine. Et donc c'est sur ces 2 aspects-là que j'ai dû beaucoup optimiser en fait. Bien comprendre comment démontrer que le logiciel allait apporter de la valeur à tous ces acquéreurs potentiels et comment leur montrer que j'allais très bien travailler avec eux, que la transmission allait être efficace, fluide. Sur les 7 postulants de départ, il en reste combien à la fin dans les négos? Tu ne choisiras que celui qui sera le repreneur final ou t'as encore, tu fais monter les enchères avec un et un autre à côté? En fait, j'en ai 2 à la fin. Une start-up et eux. Donc c'était vraiment 2 projets différents. Startup qui fait globalement le même métier que toi et qui veut récupérer le... Alors c'était une startup qui faisait un métier différent, qui était d'une fintech aussi, mais que j'aurais pu, sur laquelle j'aurais pu apporter 7 briques de fonctionnalités. De projection de trésor. Ouais. Exactement. Donc la startup, ce qui est sympa, c'est qu'il y aurait eu une culture plus similaire à celle que tu avais créée dans ta boîte, ouais. Que j'avais créée dans ma boîte avec mes faux assistants que j'avais pas. Mais effectivement, ça aurait été un univers dans lequel j'étais plus familier. Ouais. Ils étaient basés à Paris aussi. Mais par contre, la marque aurait disparu. Parce que eux, ils ont une marque. Ils auraient juste voulu reprendre. Même le code n'aurait pas été réutilisé. En fait, ils auraient voulu que assez vite, je vienne redévelopper sur leur technologie le même logiciel. Et qu'ensuite, je réutilise mes canaux de distribution existants pour vendre cette nouvelle fonctionnalité dans leurs produits.
Alors que chez l'autre repreneur, qui se trouve être GCL, que j'ai choisi finalement, là, ils allaient garder la marque. Ils avaient d'autres logiciels qu'ils voulaient mettre sous la même bannière que la marque que j'avais créée. Et donc, en fait, il y a un côté plus satisfaisant, je trouve, en tant qu'entrepreneur, parce qu'ils allaient même acheter la structure. La startup n'était pas forcément intéressée par la structure. Ils voulaient juste le logiciel, la connaissance, les canaux de distribution. Alors que eux, en fait, ils gardaient tout. C'était une vraie session. Ils voulaient la boîte immatriculée, le logiciel, la marque. Donc, tout. Je te demanderai en off qui c'était, parce que j'ai une petite idée. Mais si tu l'as pas cité, j'imagine, c'est que tu voulais pas le faire. En fait, je pense qu'il n'y a rien qui m'en empêche, mais je préfère pas le faire. Ok. Pour eux, c'est mieux peut-être. Ok. Bah, vous pouvez commenter si vous voulez jouer qui est la fintech. Et aime la vidéo. Et n'oubliez pas de t'abonner. On n'aura pas la réponse. Tant qu'on n'est pas à 100 000 commentaires, moi, je donnerai pas la réponse. À 100 000 commentaires, je donnerai la réponse. Vous pourrez... C'est bien, t'es chaud. Ah, merci. Est-ce qu'il y a aussi une différence du coup de valorisation entre celle qui voit ce qu'elle peut faire en fait avec toi, tes canaux de distribution, etc., et le racheteur final qui prend tout? Vous avez parlé de montant avec la startup? Avec les deux, on a parlé de montant. La startup, c'était plus progressif. Il y avait plus de notions de paliers avec des objectifs à atteindre, tandis que l'autre offre était plus... avec un prix ferme. Un prix ferme, 80, ils voulaient acheter 90% tout de suite. Donc en fait... Après, ce qui a surtout motivé mon choix, c'est le fait que la marque soit conservée. Non mais alors du coup, si on prend full package à la fin, tu as rempli tous les objectifs côté startup au bout de 3 ans, et le projet GCL, le montant est le même à la fin? En fait, la startup m'aurait mieux rémunéré à la fin, mais il aurait fallu que... en fait, il y avait des objectifs à atteindre, et c'était dur de savoir qu'est-ce qu'on allait vraiment atteindre comme objectif. Est-ce que les objectifs étaient trop grands? Est-ce qu'on aurait au contraire éclaté les objectifs? Je sais pas. Mais donc un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ouais, exactement. Aussi, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et aussi, je savais pas si ça allait me plaire de devenir salarié dans la future structure qui allait m'accueillir. Et la startup, elle te loquait pour 3 ans? Exactement, c'était plutôt 3 ans. Il y avait tout de suite un certain montant. Au bout d'1 an, je débloquais. Et je crois qu'au bout de 2 ans, puis 3 ans. Donc en fait, c'était pas le même deal non plus à tous les niveaux. Ah ouais. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est tellement valorisant, je trouve, d'avoir inventé un nom. Genre, pendant ce confinement, j'ai pensé à ce nom Zen First, qui existe toujours. Quand je vais sur la page LinkedIn, il poste. C'est hyper valorisant, je trouve. Ouais, je suis très content de ce choix pour ça. Eh ben, moi, je suis très content pour toi. Bah, merci. À un moment, il va falloir négocier. Oui. Et il y a toujours des sujets, des clauses sur lesquelles il faut se bagarrer un peu. C'est ta première boîte, donc c'est la première fois que tu vends ta boîte. Il y a des choses avec lesquelles j'imagine t'es pas familier. Donc à la fois, il faut comprendre, et en même temps, il y a des sujets que tu comprends très bien, sur lesquels il faut défendre tes positions, là où l'acheteur, lui aussi, a besoin de défendre les siennes. Et donc, il y a forcément des moments où ça frotte. Exactement. Et ça, je veux bien que tu le partages, parce qu'à la fin, tout le monde a raison de son point de vue. Mais côté entrepreneur qui t'écoute ou qui te regarde, toi, c'est quoi les sujets sur lesquels tu as été attentif, sur lesquels potentiellement tu as lâché pour des bonnes raisons, et sur lesquels, par contre, tu as voulu absolument tenir? Donc, pour la session, je me suis accompagné d'un avocat uniquement, déjà. Donc, j'avais déjà un avocat qui m'accompagnait sur d'autres sujets, qui m'a conseillé cet avocat pour m'accompagner sur la session. Donc ça, c'était indispensable, parce que ça permettait déjà d'avoir un tiers qui défend mes intérêts. Je trouve que de défendre soi-même ses intérêts, ça permet d'avoir une certaine pudeur quand quelqu'un d'autre le fait à notre place. Et aussi, il avait plus d'expérience là-dessus. Donc, il a fait un super travail là-dessus. Ensuite, au niveau des clauses, effectivement, il y a plein de choses dans lesquelles j'ai dû me plonger. En fait, je me suis beaucoup formé en droit avec cette première boîte. Il y en a plein de sujets juridiques qui naissent. D'ailleurs, ça m'a passionné, le droit. Ouais. J'adore le droit maintenant. Même sur la propriété intellectuelle, le code, etc. C'est plein de sujets. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, les sujets de friction, il y a eu quoi? Au début, ils voulaient que je reste 3 ans avec eux, par exemple.
Pour 3 ans, au début, pourquoi pas, je me disais. Mais on ne sait jamais en fait comment ça se passe. C'est comme un mariage. Et en fait, d'être engagé 3 ans dans cette association, je trouvais ça un petit peu risqué pour tout le monde d'ailleurs. Donc moi, c'était très important. Je l'ai réduit à 1 an. Eux, ils étaient attentifs à d'autres choses qui étaient vraiment pour moi des non-sujets. Donc effectivement, dans ces cas-là, on peut lâcher du lest assez facilement. T'as des sujets en tête? Par exemple, ils voulaient s'assurer que c'est sur les garanties d'actifs et de passifs. Oui. Le repreneur, il est souvent très attentif à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour lui. Mais moi, connaissant ma boîte, en fait, c'est dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, effectivement. Après, donc moi, j'ai vendu 90% tout de suite, 10% plus tard. Ça, c'est aussi plutôt bien négocié, c'est pas toujours le cas. Ouais, tout à fait. En fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, de vendre tout de suite une grande partie, c'était important. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment dans ces négos, il y a un moment où tu te lèves de la table, ou eux se lèvent de la table et quittent la salle? Bien que c'est virtuellement parlant. Alors, pour resituer la chronologie, donc il m'a appelé pour la première fois en novembre 2021. Et donc la vente s'est faite en septembre 2022. Donc il y a eu quasiment 10 mois. C'est très long. C'est long. C'est très long. Donc il y a eu les négos dans un premier temps qui ont abouti à la signature d'une lettre d'intention, donc en janvier. Et donc à ce moment-là, j'avais arrêté les négociations avec les autres et on était parti pour signer ensemble. Donc là, il y a vraiment une période où moi j'avais envie de closer. À la fin de chaque mois, je me disais je veux closer ce mois-ci. Et donc là, ça a pris de janvier jusqu'à septembre. On dit toujours qu'il faut maîtriser le timing. Là, en fait, tu te laisses embarquer dans un timing que tu maîtrises plus. C'est ça. En fait, pour moi, j'ai tout du long essayé de faire en sorte que le timing soit maîtrisé. Et en fait, à chaque fois, il y avait des bonnes raisons du fait que ça traîne. Parce que ça implique des personnes qui parfois sont en vacances. Ensuite, il y a des sujets à lever. Puis, à un moment, j'ai commencé à intégrer certains de leurs clients. Je pense qu'il n'y a aucun moment où j'ai douté du fait qu'ils allaient me racheter. Mais avec mon avocat, parfois, on ne comprenait pas pourquoi c'était aussi long. C'est aussi dû au fait que pour eux, c'était pas quelque chose de courant de racheter une start-up. Ils ont l'habitude de racheter des cabinets d'expertise comptable, mais une start-up, c'est quelque chose de nouveau. Donc la manière de faire la valo, par exemple, 20 fois le chiffre d'affaires récurrent annuel, ils n'étaient pas familiers avec ça. Ils ont plutôt d'autres manières de calculer en tête. D'autres métriques. Ensuite, comment savoir si le code va être maintenable pour eux? Comment savoir s'ils vont pouvoir effectivement s'occuper du logiciel bien dans le cas où je pars? Il y avait beaucoup d'incertitudes de leur côté. Et je pense que ce qui s'entend carrément. Ce qui s'entend carrément. Et donc j'avais ça bien en tête. Et donc tout mon travail, ça a été de lever ces incertitudes. Et une des choses qu'on a fait notamment, c'est de migrer beaucoup de leurs clients sur mon logiciel. Pour tester en direct. Pour les passer dessus, effectivement. Donc moi, c'était aussi une manière de me sécuriser. Ouais. Vu que je les passais chez moi, je savais que de toute façon, ils ne pouvaient pas faire marche arrière là-dessus. Donc au pire, j'aurais gagné leurs clients. Ça a été beaucoup de travail, parce que j'ai vraiment... À un moment, j'ai rencontré, une centaine de leurs clients. Je passais ma journée au téléphone. D'ailleurs, j'ai eu un gros moment de peur. Tiens, tu me demandais ça. À un moment, mon logiciel commençait à être complètement lent. Vraiment, c'était terrible. Tous les clients se plaignaient. Le DSI m'appelait pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, ça marche plus. » Et vraiment, moi, j'avais plus envie de faire du code à ce moment-là. Je faisais que onboarder leurs clients et essayer de closer. Et là, il y avait un gros sujet de code qui semblait naître. Il se trouve en fait que... Et donc là, c'était magique. Mais ma base de données commençait à être vraiment très volumineuse. Et il y avait juste une petite optimisation à faire qui, en un claquement de doigts, a rendu tout rapide. Mais pendant une semaine... Vraiment, je commençais à chercher. Je cherchais pas trop au début. Je me disais ça doit être une mauvaise passe. J'avais pas envie de m'occuper de ça, et ça m'a fait beaucoup stresser. Je me rappelle à ce moment-là commencer à me dire non mais
déjà ils sont lents, ça se trouve ça va pas avoir lieu cette session, et là en plus le logiciel commence à bugger. Mais si le code commence à être plus lent qu'eux, et surtout que on projette, ils sont 1000 collaborateurs, donc tu projettes le nombre de clients qu'il y a derrière. Si ça commence à ralentir pour 100 clients, non mais c'est ça. Gros questionnement. Ça pose de des leur vraies côté, questions. Si ça doit déployer sur 1000, 10 000 personnes, quoi. Mais Et surtout que j'ai toujours été très pragmatique dans l'approche au niveau du code, c'est que je faisais le strict nécessaire. J'ai jamais pensé à faire une infrastructure conçue pour accueillir des milliers, des dizaines de milliers de clients. Je prenais les problèmes au fil de l'eau. Et donc là, il y avait un nouveau problème qui naissait. Et à ce moment-là, je ne savais pas s'il allait falloir changer beaucoup de choses ou pas. Il se trouve que non. Ça m'a fait du bien sur le coup. Et j'imagine que les problèmes, en fait, les problématiques qu'ils voyaient apparaître, eux, de leur côté, est-ce qu'on va réussir à maintenir le logiciel? Qu'est-ce qui se passe si tu t'en vas? Enfin, toutes ces choses-là, tout ce que tu as évoqué tout à l'heure, et j'imagine d'autres. Toutes ces questions-là, elles sont apparues, j'imagine, au fur et à mesure. Comme ils n'avaient pas l'habitude de racheter une boîte tech. Et j'imagine qu'à un moment donné, normalement, c'est un truc, je fais parenthèse, normalement, c'est un truc que toi, tu as bien réussi à aller au bout, mais normalement, c'est un truc que le banquier anticipe. C'est le job du banquier d'affaires d'anticiper les trucs et tous ces trucs-là, parce qu'il a l'habitude de l'acquéreur, etc. Mais toi, tu as subi le truc dans l'autre sens. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas agacé et tu n'as pas pris ton téléphone en appelant les gars, en leur disant, bon, écoutez, là, ça suffit de me poser des nouvelles questions. À un moment donné, on n'y va pas, mais... En fait, j'ai eu beaucoup envie de le faire. J'ai plutôt laissé mon avocat le faire. D'accord. D'ailleurs, on était un peu le good cop, bad cop. Donc lui, à un moment donné, il leur a dit on va arrêter la discussion parce que... Alors je pense qu'il n'a pas été aussi dur, mais je me rappelle un des repreneurs qui me disait « Ah, il est dur ton avocat ». Et effectivement, il avait ce rôle-là dans la négociation. Et c'est pour ça aussi il a été indispensable. Ah, c'est obligé, ouais. Parce que, en fait, moi, je voulais pas m'énerver avec eux. J'avais envie de garder on allait travailler ensemble. Donc, il fallait que la relation soit la mieux possible. Très bon réflexe. Mais malgré tout, et c'était compréhensible, j'avais toutes les bonnes raisons de m'agacer du temps que ça prenait. Mais bon, je l'ai gardé sur moi. Et c'est mon avocat plutôt qui... Et d'ailleurs, lui, ça l'agaçait vraiment. Il me disait tout le temps, mais j'ai jamais vu ça. En fait, là, on perd du temps pour rien. Et même parfois, je devais peut-être un peu le calmer, le dire non, mais vas-y, on avance, c'est comme ça. Tu l'as dit, l'objectif c'est de travailler ensemble et justement fait la petite ellipse après la signature. Ça y est, c'est officiel, tu as vendu Zenfirst et te voilà chez le repreneur pour nous parler de cette année où au moins des premiers jours, tu as choisi de partir avec Laid Back Sunshine Reggae. Le roi de la transition. Je fais au mieux. Ouais, très belle transition. C'est les sons midi, ça. C'est quoi? Les sons midi. 14 ans. 22 millions de vues. Là, on s'imagine assez bien dans un club med, dans une île du Pacifique. C'est vrai. C'est ce que tu projetais? C'est ce que je projetais. Ça, c'est une musique que j'aime beaucoup mettre le matin en vacances. Ça évoque vraiment ce sentiment de... là, on est tranquille, on est bien. Il y a un côté un peu lune de miel. Ouais, tout à fait. J'ai choisi pour ça. Ouais. Il y a ce côté tout va bien. Mais de toute façon, quand tu lèves des fonds
quand tu vends ta boîte, que tu as des nouveaux associés, le début, en fait, on appelle ça la lune de miel. Parce qu'au début, tout le monde est content, tout le monde a fait un bon deal, ça se passe bien, on est aligné. Puis après, c'est comme dans la vie, quoi. Puis après, tu rencontres ta belle-mère. Non, Voilà, c'est moins facile, quoi. Voilà. dans un sens ou dans l'autre, hein, je voudrais pas. Pas de... Il n'y a aucun message caché. Voilà. Belle-maman, si tu m'entends, je ne parlerai pas de toi. Les pauvres belles-mères, on s'en prend Les- toujours à elles. Et les beaux-pères, bref, c'est toujours la même chose. Donc, il n'y avait vraiment pas de message caché, je tiens à le dire. Ouais. T'es chaud, T'as là. compris T'es chaud, là. Beaucoup de disclaimers, ça devient... Mais un moment, donc je veux bien que tu nous racontes les débuts, les premiers pas. Là, t'arrives en fait tout seul, donc il n'y a pas trop de sujet de on déménage la boîte, on déménage pas, mais je suis quand même curieux. Est-ce que tu restes bosser de ton côté ou est-ce qu'à un moment, t'intègres le groupe physiquement? Comment ça se passe avec les collègues? à fait. Avec le repreneur, et à la fois il y a toujours ce sujet de il y a telle synergie, etc. En plus vous avez commencé à intégrer les clients, etc. Et puis il y a aussi, et ça c'est l'autre facette de la médaille, des sujets où en fait t'es plus complètement chez toi, t'as accepté, c'est un choix de vendre ta boîte, et donc il y a des décisions que t'aurais peut-être prises que là tu ne peux plus prendre, etc., etc., etc. Et donc je veux bien que tu nous partages à la fois un peu toutes ces facettes qui sont, qu'on retrouve dans à peu près n'importe quelle session de boîte. Alors, donc, la signature de la session définitive et le virement, c'était en septembre 2022. Et en fait, je crois que c'était dès mi-septembre, il y avait leur séminaire annuel qui avait lieu au Puy du Fou. Et donc ça a vraiment permis d'acter ce moment où j'ai commencé à travailler avec eux. Et ça a été aussi l'occasion pour eux de me présenter en fait à tous les collaborateurs, de faire des démos à tout le monde. Et donc ça a été assez fort comme moment pour moi, parce que j'avais depuis 2 ans lancé cette boîte tout seul. Et là, tu te retrouves... Et c'est ça. Et en fait, j'étais pas seul parce que j'étais tout le temps avec mes clients. Je parlais beaucoup avec mes clients au téléphone. J'avais une grande proximité avec eux. Mais pour autant, j'avais pas eu de collègues depuis 2 ans. Et donc là, je me retrouve à un séminaire où, par définition, on passe 3 jours avec tous ses collègues. Donc moi, des nouveaux collègues en plus. Et ça m'a aussi permis d'acter que, en fait, c'était pas juste un truc que j'avais fait dans ma chambre. C'était quelque chose qui commençait à me dépasser. C'est vrai, c'est tangible et C'est tangible. et c'est reconnu. C'est reconnu. Même pour mon entourage, en fait, ça a vraiment acté un cap. Ok, la boîte s'est vendue, il bosse pour un groupe, il va à un séminaire, il a des collègues. Ça m'a vraiment fait. J'ai vraiment eu l'impression de faire autre chose que juste un petit logiciel pour des clients que j'avais au téléphone. Là, ça prenait de l'ampleur. Donc C'est tangible, quoi. C'était tangible, c'était très excitant, et aussi ça donne pas mal confiance en fait. Et alors, t'es présenté comment à ce séminaire? C'est en mode, t'as Bill Gates qui arrive, qu'on vient de racheter, c'est votre nouveau collègue, c'est... Parce qu'en plus, tes collègues, c'est des experts comptables. Exactement, ce sont les experts j'imagine comptables. que t'es Des gros fêtards, un quoi. extra... Non, moi, j'allais pas dire du mal d'experts comptables avec qui je travaille toute la journée, que je respecte beaucoup. Ouais, ils sont Non, très j'allais sympas. dire ils ont dû te prendre pour un ovni. Mais en Parce fait, que- oui, non, mais tout à fait, il y avait ce côté ovni. Un moment marquant, c'est la plénière où le président du groupe parle à tout le monde. Et à un moment, dans le récap un petit peu de ce qui va se passer, on m'introduit. Et là, il me fait me lever devant tout le monde pour être présenté. Donc ça, c'est un moment fort où tout le monde me voit. Ensuite, il y a eu ces tables rondes où j'ai présenté à tout le monde le logiciel. Donc voilà. T'as eu un bon accueil. J'ai eu plutôt un bon accueil, ouais. Et en fait, moi, je me suis très bien entendu avec eux. On se fait beaucoup de mauvais... Parfois, j'entends dire « Oh, ils sont chiants, les experts comptables ». Moi, j'ai vraiment adoré ces séminaires avec eux et bosser avec eux de manière générale. Ils sont très sympas. Moi, je Ils sont tiens à très dire que sympas. c'était pas un message caché comme expert comptable. Disclaimer. Que j'adore, hein, Greg. Disclaimer, point 12. Donc, il y a eu Ce moment un peu clé. Et tout à fait. Où là, tu es embarqué, accueilli. Donc là, on est globalement sur le premier ou les 2 premiers mois où tu rejoins le groupe. Est-ce qu'il y a des petites choses au fil de l'année où, en fait, oui, tu es mis en face du fait que tu as vendu, c'est plus complètement chez toi, ou jusqu'au bout et jusqu'au dernier jour. Et en même temps, quand tu sais que c'est pour 1 an,
globalement, ça va quand même assez vite. Le temps file. Mais voilà, est-ce qu'il y a des moments où c'est pas simple? Tu vois, le statut de salarié, enfin, t'es entrepreneur, on est écouté par des entrepreneurs, certains ont vendu leur boîte, certains ont été salariés avant, certains ont quitté le boulot de salarié en se disant le salariat c'est pas pour moi, et quand tu vends ta boîte, bah, tu reviens à quelque chose qui peut-être n'est pas fait pour toi. Donc en fait il y a eu ce séminaire, ensuite j'ai assez vite bossé main dans la main avec le DSI pour déjà intégrer leurs logiciels sous la même marque, faire des interconnexions entre nos logiciels, avoir une authentification harmonisée entre tous les logiciels. Après, il a fallu aussi, donc vu que dans ma session, il n'y avait pas d'employés, il a fallu former des personnes sur chacun des corps de métier. Donc, former un support, former un commercial pour faire des démos. Ensuite, il a fallu recruter un développeur. Il a fallu recruter quelqu'un pour le marketing. Donc, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces fonctions que j'assumais personnellement, j'ai dû les déléguer à des personnes et structurer des process que j'avais jamais eu à créer avant. Donc ça, c'était aussi hyper intéressant. Intellectuellement, c'est génial. Ah ouais, intellectuellement, c'était vraiment génial parce que c'était aussi une manière de... J'avais des routines que je pouvais commencer à donner à des gens. Donc ça, c'était assez intéressant. Pas forcément matérialisé parce que pas besoin de le faire. Exactement. T'as fait ce que t'aurais fait si t'avais levé des fonds. Si à un moment donné, t'avais décidé de continuer tout seul, t'aurais fait ça. Ouais, t'aurais recruté parce que t'aurais levé des fonds pour recruter, quoi. Exactement. En fait, de passer de 1 à plusieurs, ça demande un vrai changement de paradigme, en fait. Donc il y a eu tout ça. Après, effectivement, donc j'étais plus vraiment libre sur la vision que je veux porter sur la boîte, sur où travailler, parce que donc je l'ai pas dit, mais eux ils étaient plutôt basés à Bordeaux. Ils avaient des bureaux à Paris dans lesquels j'allais travailler tous les jours, mais ils me demandaient de régulièrement venir à Bordeaux. Au siège. Au siège. Ouais. Et donc ça, je le savais depuis le début. J'envisageais peut-être même d'aller à Bordeaux, mais assez vite en fait. Déjà, au niveau personnel, les choses faisaient que j'avais envie de rester à Paris. Et après, ce lot de contraintes nouvelles. On commençait. Ça sent l'amour, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Au bout d'un moment, en fait, j'ai réalisé, d'accord, ma boîte, c'est super ce qu'elle est en train de devenir, mais est-ce que personnellement, je m'y retrouve là-bas, ouais. Après, ces questionnements sont arrivés plutôt tardivement parce que pendant 6-8 mois, j'étais vraiment dans ce tunnel de OK, il faut que je transmette, que je recrute un développeur. Il y avait beaucoup de sujets. Et quand tout ça est retombé, quand on a commencé plus à porter la vision future de ce qu'ils voulaient faire forcément, pour leur groupe, là, en fait, je me suis rendu compte que je me projetais moins. Pour X ou Y raison, en fait, je me disais que j'avais plutôt envie de retrouver un environnement start-up. J'étais finalement moins à l'aise avec cette typologie d'entreprise. Puis, non, mais tu as même un sujet quand tu as bossé tout seul, au-delà du fait d'être entrepreneur, salarié, c'est que d'un coup, tu as des réunions aussi. Et oui, tout à fait, il y a des réunions plus importantes. Parfois réunionites, dans beaucoup de boîtes. Donc ça aussi, pour un entrepreneur qui a l'habitude d'aller vite, en plus tu as toujours tout fait tout seul, ça c'est des petits sujets où... Il y a eu l'arrivée des réunions, et il y a aussi l'arrivée de... Vu que j'étais tout seul et que je devais gérer beaucoup de sujets, il y avait une priorisation à l'extrême en fait, des tâches, et dès que quelque chose n'était pas très prioritaire, en fait, juste je le faisais pas. J'allais vraiment pile à l'essentiel. Et là, je me retrouve à faire des choses où je me disais, non mais... Est-ce que vraiment c'est prioritaire? C'est prioritaire. Et en même temps, si tu t'es engagé, oui, et peut-être non, et ils avaient sûrement raison, mais en tout cas, je prenais plus toutes les décisions. Et c'est là où je me rendais compte, oui, mais en fait, c'est normal, ça fonctionne comme ça. On est plusieurs, il y a certaines personnes qui prennent des décisions dans un certain scope, et il faut que j'accepte leurs décisions et qu'on avance ensemble. Sauf qu'en fait, j'avais trop l'habitude de tout décider. Donc en fait, je dirais pas que c'était très bien ce qui se passait et ce qu'on faisait ensemble, mais moi, ça me convenait de moins en moins, finalement. Si je récap le package, donc tu avais 90% de la session en upfront, donc au moment de la signature, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a les 10% restants qui sont quoi? Des actions? Je gardais 10% d'actions, exactement. Du groupe? Ou de ta boîte? De ma boîte. Je suis con. Parce qu'ils ont gardé la boîte. Oui, bien sûr, non, mais ça aurait fait beaucoup. Ça aurait fait 10% de leur groupe. Oui. Donc 10% de la boîte qui
qui te reste et dans l'intervalle, toi, si je trahis rien, plutôt qu'avoir un salaire, t'as préféré avoir un financement C'est ça. sur ta holding Donc ça, pour préparer la suite. Exactement. Donc pour relancer cette boîte, j'avais donc fait du freelance pour faire mon trésor de guerre, comme tu l'as justement repris, pour permettre de financer ma boîte. Et là, j'ai demandé à faire la même chose, en fait. Le trésor de guerre pour la boîte d'après. Pour la boîte Très d'après. clair. Donc en fait, j'étais pas salarié à proprement parler. J'avais un mandat de directeur général et je faisais rémunérer ma boîte pour ce mandat. Des management fees. Exactement, Ouais. j'avais des management fees. Et du coup, ce qui est très confortable, parce que ça allait me permettre, par la suite, au moment où je voulais me relancer, d'avoir une trésor pour ne pas avoir à avancer personnellement l'argent de ma future boîte. Donc justement, on va aller sur la nouvelle vie. Juste avant ça, le dernier jour de cette année, comment il se passe? Tu as de la nostalgie, tu dis pas au revoir à tous tes collègues historiques, mais tu dis quand même au revoir aux gens. Ouais. Tu as une dernière discussion, une dernière réunion avec le repreneur. Enfin, c'est quoi cette dernière journée? En fait, les dernières journées, je trouve ça toujours particulier quand on quitte une entreprise. Parce qu'en fait, il y a un projet commun, et de se désolidariser de ce projet, il y a comme un côté trahison. Ouais, Moi, ça me fait toujours un peu mal au cœur de quitter un projet. je comprends. En l'occurrence, j'étais pas à Bordeaux ce jour-là, j'étais de chez moi. Et comme souvent, surtout quand on est en télétravail, c'est toujours un peu bizarre, un dernier jour de travail en télétravail. Parce qu'en fait, on n'officialise rien, on est juste là. À un moment, on clappe l'écran de l'ordi, et bah c'est fini. On va perdre nos accès mail, etc. Mais... Donc ça s'est passé juste comme ça. J'étais chez moi, en l'occurrence. J'avais quasiment plus rien à faire. En fait, j'avais tout transmis. On était tous alignés sur le fait que c'était le dernier jour. Donc c'était une journée assez légère, au final. Et tu t'es senti comment, justement alors, on va pas spoiler la vie d'après, mais tu t'es On va pas senti spoiler la comment vie ce d'après. jour-là, une fois que t'as fermé l'ordinateur, t'as fait quoi? Tu t'es senti très libre, non? En fait, exactement. En fait, c'est peut-être ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai vendu ma boîte. Et là, c'est fini, en fait. Là, c'est totalement fini. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, le jour même où j'ai fini, d'ailleurs, il y a la série Netflix sur Bernard Tapie qui est sortie et qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il a 1000 vies. Il a eu 1000 C'est vies. le papa d'un invité qu'on a eu Oui, récemment. Oui, tout à fait. Ah oui. Et maintenant, cette série est sortie à ce moment-là. Et en fait, on découvre plein d'aspects de la personnalité de Bernard Tapie. Mais il y avait surtout cette partie de l'homme aux 1000 vies qui lance plein de projets, qui fait plein de choses. Et en fait, ça m'a donné envie de faire plein de choses aussi. De me lancer avec passion dans des projets. Et ça correspondait assez bien à ce dernier jour pour lequel j'ai bossé. Et tu chantes? Est-ce que je chante? Je ne chante pas encore. Je fais beaucoup de théâtre en ce moment. Ah, Moi, je suis plutôt dans le Son théâtre. fils aussi. Hein. Ouais, il nous a fait un super concert le d'Elton piano, John, le piano ouais. aussi. C'est son fils, celui qui a la boîte de voiture. Ouais, Exactement, Laurent exactement. Tapie de l'âge. Je l'ai croisé avec la coupe de la Ligue des Champions dans la rue, sans savoir que c'était lui. Attends, il se baladait avec la coupe des Non mais en fait, non mais vraiment, l'anecdote est super marrante parce qu'à un moment, je vois quelqu'un dans la rue avec une énorme coupe. Et moi, j'aime bien parler aux gens dans la rue, surtout quand j'ai une bonne raison comme ça. Et je lui fais, oh là, mais vous devez être un champion. Pourquoi vous avez une si grosse coupe entre les mains? Et il me dit, ah non, c'est la coupe de la Ligue des Champions. Donc là, ça me met un peu sur le cul à l'époque. Là, il regarde, il se dit, bon, on dirait pas Désiré Doué. Il refait Non, tous les joueurs de l'équipe. Non, justement, et c'était avant la victoire du PSG d'ailleurs. Ok. Et donc là, je bug un peu. Je lui dis, mais comment c'est possible? Et là, il me dit, c'est une histoire de famille, en partant. Et là, les choses se connectent et je me dis, ah oui, mais en fait, ça doit être le fils de Bernard Tapie. Et effectivement, après une petite recherche Wikipédia, j'ai revu son visage, c'était lui. Et il avait beaucoup d'humour dans la manière dont il m'a dit la chose. Je trouvais ça fin. Je te propose qu'on fasse le petit saut dans la nouvelle vie avec, laissez-moi une microseconde, Blink, What's My Age Again. Playlist très rock que j'ai préparée pour le podcast. Et tu as très bien fait. Et là, je vois sur le clip les gens courent, nus. La liberté, quoi. Bah oui. Exactement. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're
T'as été batteur à une époque? Je te vois battre Mon père. à ton père. J'ai pas le même niveau. Ça évoque assez bien le... Donc ce jour-là, tu te mets à courir, nu, libre. Exactement. Et en fait, ouais, il y a ce côté rebelle en fait dans cette chanson. Et je trouve quand on quitte un projet, une boîte, un job, on a toujours l'impression que c'est pas normal et qu'on est un peu un rebelle. C'est pour ça que j'ai voulu choisir cette chanson. Et ouais, bah en fait, je me sens libre, nu, l'envie de faire plein de projets. T'as pas ce moment de vide que ressentent certains entrepreneurs sur qu'est-ce que je vais faire, mon agenda est vide, le téléphone peut-être sonne moins, et en même temps, feuille blanche intégrale, tu fais ce que tu veux. Feuille blanche, le nom du podcast. Non, mais exactement. La boîte, ouais. Feuille blanche. En fait, assez vite, je me mets à rechercher des idées de boîte. Je pense que j'ai pas pris de repos du tout. En fait, c'était en soi une sorte de repos par rapport à ma vie d'entrepreneur avant. Ce 1 an bossé pour le groupe d'expertise comptable. Donc, je ressentais pas le besoin de prendre un break, des vacances. Tout de suite, je repars à l'aventure. Je cherche des idées. Comment on trouve une idée quand on cherche une idée? Non, mais exactement. Je me suis longtemps posé cette question. En fait, moi, déjà, je pense qu'il y a un triptyque de ce sur quoi on est compétent, ce dont le monde a besoin en termes de marché, et ce qu'on aime faire. Et en fait, déjà, moi, j'essaie toujours de trouver quelque chose qui satisfait les trois. Et en général, il faut trouver des compromis. Par exemple, la trésorerie, il y avait un peu un compromis parce que j'aime beaucoup les chiffres. Ça m'a toujours un peu amusé la compta, mais bon, c'est pas ma passion, quoi. Je me suis pas né en me disant je veux faire un logiciel de trésorerie. Et donc, comment on cherche des idées? J'essaie de me renseigner sur plein de technologies qui sortent. Ça m'avait servi par rapport aux données bancaires. Ouais. J'essaie de voir, lister les domaines que j'aime bien. Il n'y a pas vraiment de technique, je dirais. Et à un moment, ça arrive. À un moment, ça arrive. Loverank. Loverank, exactement. Mais en fait, entre-temps, j'ai fait une mission freelance. En fait, j'ai beaucoup cherché d'idées. À un moment, je me suis dit, mais en fait, il y a un système qui s'appelle BetaGouv, qui est un système de start-up d'État où on digitalise des services publics. Et ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de ce truc. J'ai toujours eu envie de voir un petit peu comment ça fonctionne l'État, de bosser dans des ministères. Donc, j'ai fait une mission freelance pour eux pendant un certain temps. Donc finalement, j'ai cherché des idées, mais au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire cette mission. Parce que c'était un peu le moment aussi où jamais de tenter regarder, ça. Ouais. J'ai eu des opportunités là-dessus aussi. Et donc là, c'est seulement depuis 2 mois que je lance Loverank, du coup. En étant entrepreneur solo, j'ai beaucoup cherché des canaux d'acquisition gratuits. Parce que je lève pas de fonds, je peux pas dépenser tout mon budget en marketing, en achat, en ads. Donc moi, à chaque fois que je fais une action marketing, j'ai envie qu'elle paye sur le long terme. Et donc le SEO, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup cassé les dents, avec pas beaucoup de succès. Par contre, mon associé, parce que cette fois-ci, j'ai trouvé un associé pour lancer à 2, lui, il a fait beaucoup de SEO avec énormément de succès. Et donc on fait un outil qui est un agent IA qui vient propulser le SEO de nos clients en gérant automatiquement le blog, en cherchant des mots-clés, en rédigeant des articles et en les postant automatiquement. C'est intéressant un moment de se dire, je l'ai fait la première aventure tout seul et là, j'ai besoin, enfin en tout cas c'est ce que j'entends, de vivre ça peut-être à 2. D'autant plus que donc mon associé qui s'appelle Georges, il avait aussi lancé sa boîte tout seul. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler en fait. Il était à 42. T'es seul? Ouais, moi aussi. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait plein de problématiques en commun. Ouais. Et donc pendant 1 ou 2 ans, on a beaucoup discuté. Jusqu'au moment où il m'a appelé en me disant, et donc là j'étais dans ma mission freelance, en me disant
Là, je crois que mon projet précédent, je vais l'arrêter. Si tu veux, on peut se lancer ensemble, c'est le moment. Et il n'y en a pas deux des occasions comme ça. Je me suis dit, allez, allons-y. Et voilà. J'ai une question qui me vient, parce qu'on l'a pas évoqué, mais t'as fait quoi des 10% restants? Tu les as revendus Le 10% restant, en l'occurrence, donc il y avait une clause où j'étais obligé une clause de vente forcée, je pense. d'obligation D'obligation. de revente. De promesse de vente, ouais. Ouais. Donc ils les ont rachetés tout de suite, les repreneurs. Ok. Et dans ces moments-là, on se rend compte que il faut tout ce qu'on a signé en fait au moment de la vente continue de s'appliquer après. Il y a les garanties de passifs et d'actifs. On est encore responsable si il y a des dettes qu'on a cachées à la boîte. Ouais. Les 10% aussi, la manière dont c'est vendu, ça va être cadré par tout Tu veux ça. dire la manière dont c'est calculé? La manière dont c'est calculé notamment. Et donc à ce moment-là, ils m'ont racheté mes parts. Je fais un arrêt pour bien comprendre. En fait, ce que tu dis, c'est pour que ça serve à d'autres, c'est qu'au moment où, sur le restant, le delta, les actions, il y a ce qui a été acté dans tous les documents de vente. Et il peut y avoir des flous sur lesquels, en fait, après coup, on va rediscuter, je sais pas, d'un mode de calcul. Tout à fait, ouais. En fait, au moment où ces 10%-là se revendent, vu que le prix est pas fixé à l'avance, il y a des discussions qui s'enclenchent effectivement sur le prix. Sur quelle valeur ça a au moment où on rachète ou au moment où je revends. Exactement. Donc forcément, à nouveau, mais comme c'était dans discussions l'épisode d'avant, reprennent. on en parlait, mais où t'as forcément un moment, il faut définir une valo après coup. Bon, en l'occurrence, c'est déjà vendu, donc c'est un peu compliqué, mais eux, j'imagine, veulent le prix le moins cher, et toi, à l'inverse, tu veux le prix le plus cher. Voilà. Et c'est sûrement un truc entre les deux. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut rediscuter alors que tu avais prévu, et eux aussi, j'imagine, que bon, c'était fait. Non, exactement. En fait, d'ailleurs, s'il y a bien un enseignement que je tire de ça, c'est que la startup, elle, me proposait un deal où tous les montants étaient calculés à l'avance avec des formules basées sur des objectifs de performance. Et finalement, c'est pas mal de faire ça comme ça, parce que tout est bien écrit noir sur blanc. Quand on garde 10% de la boîte qu'on a vendue, en fait, on ne sait pas combien on va les revendre après. C'est très important. C'est très important Ouais, de le sur faire. le très long terme, c'est bien. Alors oui, mais quand t'as plus la main sur la manière de mettre tel frais ou C'est pareil, il faut le définir ça aussi. aussi, il faut le définir. Il faut définir où va la trésor, ou quel est le budget de marketing, tout ça, bah oui. Parce que sinon, c'est très facile de faire un EBITDA négatif ou de limiter. Il faut prévoir le maximum de choses, en fait, pour éviter qu'il y ait des discussions qui se passent après, en fait. Et c'est pour ça que c'est souvent long et souvent, voilà, quand tu es bien accompagné, quand tu es accompagné par un banquier, souvent le sujet, c'est pas juste vendre la boîte, mais c'est en fait ce qui va se passer après, ce qui va intervenir après dans tes earn-out, ton management package, tous ces sujets-là, en fait, c'est de savoir comment ça se résout, ou le rachat d'une partie de la boîte qui n'est pas encore achetée. Et aussi, même quand tu as un prix fixe, mais qui peut dépendre de deux variables, si une des deux variables est nulle, n'existe plus, est-ce que c'est l'autre qui s'applique? Ça se prévoit aussi. A priori, mais ça se prévoit aussi. Donc, bref, c'est pas mal dans tous les cas de prendre 90% sûr. Ouais. Moi, j'ai beaucoup en tête le 1 tiers vaut mieux que 2 tu l'auras. Ouais. Donc, pour moi, c'est 90%. Ok, c'était acté. Les 10%, je savais que, bon, bah, on va voir jamais, ce qui se passe. bien sûr. On sait jamais. Bah, d'autant plus s'il n'y a pas de prix défini à l'avance. T'es pas Du à coup, l'abri là, que la boîte aille pas bien. Ouais. Ouais, complètement. On refait jamais. Alors, je cherchais l'expression avec des si, on mettrait Paris en bouteille, c'est ça? Voilà. Bon, bref, on fait jamais le match après coup. Est-ce que, avec toute cette expérience-là, par contre, demain, avec Loverank, si t'es amené un jour à revendre la boîte, qu'est-ce que tu fais différemment que tu as pu faire là pendant cette session-là? La principale chose que j'ai apprise, c'est que, en fait, c'est même pas un apprentissage, on le sait tous, mais un contrat, il faut qu'il soit bien défini, mais d'avoir éprouvé ce que
les conséquences d'un contrat, je trouve que ça fait vraiment vivre de manière organique que, ok, chaque phrase, pesons bien, chaque virgule, le sens de chaque mot, pesons-le bien. Et ça fait que je suis beaucoup plus pertinent maintenant quand je lis des contrats. Je comprends beaucoup mieux les conséquences que ça peut avoir. Et je trouve que tant qu'on n'a pas eu à expérimenter ça, en fait, on lit un peu à la légère les contrats. En tout cas, moi, c'était mon expérience. Alors que maintenant, j'ai un œil beaucoup plus vif là-dessus. T'es devenu juriste. Ouais. Vrai. Je suis peut-être Non, mais devenu ça devient un vrai juriste. goût. Hein. Et en plus, avec ChatGPT qui résume superbement bien les contrats, qui peut même donner des conseils, de le faire soi-même, puis de se faire aider, c'est vraiment pas mal, je trouve. Ouais. Après, rien ne vaut des experts Et puis qui vont nous accompagner et puis on là-dessus. rappelle quand même qu'il peut des fois se planter, Et surtout, inventer un truc qui est pas tout à fait dans le contrat. Donc ouais, il faut quand même bien checker. moi, c'est mon stagiaire. Et donc, un stagiaire se trompe. Ça peut aussi se tromper, mais ça coûte moins cher, c'est ça au moins. Je voulais te demander comment tu as fêté le deal. Je sais sur quelle musique tu as choisi de nous quitter pour raconter ça. Donc c'est The Who, Baba O'Reilly. Tu as fêté ça avec qui? Dans le deal, au moment où j'ai signé, du coup. Bah là, Au moment où t'es signé, au moment où t'es parti. où tu as décidé de fêter ça, quoi. Ouais, avec ma copine de l'époque, avec mes amis les plus proches, ma famille aussi, Ok. tous les gens qui comptent. Une seule grosse soirée ou plein de... En l'occurrence, j'ai pas organisé. J'aime pas trop fêter mon anniversaire, par exemple. J'aime pas trop rassembler les gens autour de moi. Ah merde, vous pouvez ranger le gâteau en régie, s'il vous plaît. Mais On annule. Mais toutes ces personnes qui m'ont soutenu pendant cette longue épreuve du closing, je l'ai fêté avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, tes proches ont bien compris que tu remontais une vraie boîte avec des vrais clients? Ouais, maintenant ils y croient. Maintenant, c'est bon. Mes parents ont compris que, ok, j'étais un entrepreneur. Putain, mais pas meilleure conclusion de cette Ouais, phrase. c'est vrai. Avant, j'étais le mec qui code dans sa chambre. Maintenant, ok, c'est un entrepreneur, Robin. Robin Monnier, un immense merci d'être venu partager ton histoire. Merci beaucoup. Au micro. Merci Robin. Merci à vous de m'avoir accueilli. À très bientôt et en musique pour se quitter, The Who.